passagère. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Adila Benedjaïzou pour inaugurer ma nouvelle série sur Radio Arson. Une première invitée d'exception puisqu'Adila est documentariste sonore et productrice de radio. Si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous invite à écouter ses podcasts sur France Culture, PMA hors la loi, Une odeur de poudre ou encore Exologie. Avec Adila, on s'est rencontrés à la Villa Médicis où nous étions toutes les deux pensionnaires en 2020. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle entrée pour elle tout aussi prestigieuse puisqu'elle rejoint pour une année The Institute of Ideas and Imagination de l'Université de Columbia à Paris. Bonjour Adila, bonjour Tristan. Adila, merci d'être là. On est vraiment super contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer l'entretien, on se demandait pourquoi tu es sur la Côte d'Azur. Je suis dans le sud parce que je travaille sur des histoires de harkis. Et donc les harkis, ce sont des Algériens qui se sont battus aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie et qui ont été rapatriés en 1962 dans des très mauvaises conditions. Et ils ont beaucoup été regroupés dans des camps dans le sud de la France. Il y en a un peu dans toute la France, mais dans le sud, il y en a énormément. C'est pour ça que je suis dans le coin. Et est-ce que ce sera une série au long cours ? Oui, c'est encore une série. Moi, je fonctionne beaucoup par série et je fonctionne aussi au long cours au sens effectivement en général je mets minimum 1 an, parfois plus à faire les enregistrements, mais je suis pas du tout à plein temps. Ça s'égrène au fil des semaines et des mois, mais je trouve que le temps long, ça permet qu'il y ait des choses qui se passent en fait entre les enregistrements, même si je suis pas tout le temps en train d'enregistrer. Et c'est donc cette histoire, pour tout vous dire, cette histoire, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a 2 ans par un archéologue et j'y suis allée la première fois il y a à peu près 1 an, c'était en septembre de l'année dernière, et je commence vraiment les enregistrements maintenant. Ok. Et quand tu commences, parce qu'on a sauté tout de suite sur le sujet, mais donc tu fais du documentaire sonore, Adila ? C'est ça ? Comment on dit ça, du documentaire sonore ? Quand on regarde ta bio, t'es scénariste et documentariste sonore. Ouais. En fait, c'est très difficile cette histoire de dénomination. Quand je parle de ce que je fais, je peux dire que je fais du documentaire sonore, je peux dire que je fais de la création sonore, je peux dire que je fais des podcasts, je peux dire que je fais de la radio. Ça dépend des personnes auxquelles je m'adresse et du contexte. Parce que en fait, pour moi, c'est tout la même chose, hein, mais pour les gens, ça éveille pas les mêmes choses. Donc, j'essaye de m'approcher le plus possible de quelque chose qui évoque quelque chose aux gens. Et alors, du point de vue du nom de la profession, c'est encore plus compliqué puisque quand je travaille pour Radio France, on m'appelle productrice. Quand je travaille là, cette série, je la fais pour Arte Radio, on m'appelle réalisatrice. Je suis aussi autrice, documentariste. Avec les collègues, on dit souvent documentariste. Donc c'est pareil, il y a une multiplicité de noms. En fait, je sais pas très bien pourquoi. Parfois on me dit journaliste aussi. En fait, je crois que ce que je fais, c'est à la fois du journalisme, à la fois du documentaire, à la fois, parfois peut-être un peu de création. Mais en fait, je suis dans un espace indéterminé et je crois que j'aime bien ça. Que n'importe laquelle de ces dénominations, si elle était toute seule, pour moi, ne rendrait pas compte du travail. Après, sans connaître toute l'histoire du podcast et du documentaire sonore, t'as une signature, toi, très particulière aussi. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je voulais t'interroger sur... On en parlait hier avec Tristan, et je disais, c'est drôle, Adila, donc nous, on s'est rencontrés à Rome, il y a quelques années. On était ensemble pensionnaires à la Villa Médicis. Et la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as tellement impressionnée. T'as un truc, autant dans ton travail que dans ta présence, tu regardes droit dans les yeux, t'as un truc très solide comme ça, et je me suis toujours dit, au début j'avais l'impression presque, je me disais, mais comme si tu voyais à travers les gens, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que avant,
Je connaissais ton travail sans savoir que c'était toi. Moi, j'avais écouté une série que tu avais faite pour Les Pieds sur Terre, je crois. Une odeur de poudre, qui était sur l'histoire des consommateurs cocaïne et un peu et crack aussi à la fin. Il y en a un épisode drogue dure. Enfin, drogue dite dure. Ouais, dite dure, voilà. Et du coup, ça a été tu vois, je me rappelle d'associer tout d'un coup ta voix et en même temps ton aplomb dans cette série. Et je vais arriver avec une question, hein. Mais je me rappelle, c'était intéressant parce que je me dis c'est fou la place, le positionnement que tu avais dans ce documentaire. Donc en même temps intervieweuse et en même temps très très présente, quoi, très singulière. Ton histoire, elle était tout de suite dedans. Et après, en fait, c'est un peu une signature dans ton travail. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça, un peu des sujets, comment ils te sont aussi très personnels et comment t'en fais pas une histoire personnelle? C'est une façon de travailler que j'ai découverte dans la toute première série de radio que j'ai faite, qui s'appelle Mes années boom, qui partait qui était une enquête sur la mort de mon père en Algérie et qui s'est mélangée avec plein de choses et j'ai eu le sentiment là que je trouvais un ton qui me convenait. Et effectivement, c'est la première personne. Après, sincèrement, je suis pas du tout la seule à faire ça. En podcast, c'est très très fort cette question de la première personne, que ce soit les personnes qui interviewent, qui racontent beaucoup de récits personnels, que ce soit la personnalisation de la réalisatrice ou de la journaliste. Enfin, vraiment, c'est très courant. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Mais en tous les cas, je peux dire ce que moi j'y trouve. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pas mal de documentaires images avant. Et j'ai un énorme problème avec le documentaire avec un commentaire surplombant. C'est-à-dire une voix, on ne sait pas d'où elle parle, elle sait tout, elle va vous donner les détails du truc et elle va vous dire en gros ce que vous devez penser de ce que vous êtes en train de voir. Donc la première personne, ça me permet d'éviter ça me permet d'éviter le surplomb et de dire voilà d'où je parle, voilà ce que je pense et je pense que ça autorise mon auditeur à être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Il peut se positionner par rapport à ça, mon auditrice. Il y a aussi autre chose, c'est que je travaille sur des questions je sais pas, il y a un truc moi ce qui me passionne, c'est d'essayer de comprendre comment les gens se débrouillent avec la vie, quoi. Enfin, on a tous des vies, on se retrouve toujours dans des situations pourries, et puis on s'en sort ou on s'en sort pas, et puis parfois on s'en sort pas, mais c'est mieux. Enfin, et moi ça me fascine de voir la capacité d'invention des gens dans leur vie. Et donc je demande aux gens de me raconter leur vie. Je leur demande souvent de me raconter des choses extrêmement intimes. Je les vampirise un peu, en fait. Je me sers de leur vie pour nourrir mes podcasts. Et donc, je trouve que c'est aussi un peu leur rendre ce qui me donne que moi-même de me dévoiler et de livrer de moi-même. Alors, j'ai aucune illusion sur le fait qu'on est sur des positions égales. Hein. C'est moi qui fait le montage, etc., etc. C'est pas une équivalence, mais quand même. En contrepartie de ce qu'il me donne, moi aussi je donne. Voilà. Et j'ai écouté hier un entretien que tu as fait avec Sonia Cronon, qui est ta productrice, on dit, ou Ouais, c'est la productrice coordinatrice des Pieds sur Terre. C'est la patronne, quoi. C'est la patronne. Et j'aimais bien te poser une question sur le jeu, avec l'idée du clown. J'avais envie de t'entendre parler sur ça, parce que je trouve qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes à dénouer. Oui, il y a tout. En fait, il y a cette question, c'est dans les micros, parce qu'on appelle ça les micros, les petits commentaires qui parlent. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? À force d'en faire, je me suis rendu compte que, alors, c'est tout à fait moi. Je suis absolument sincère. Je ne dis que des choses que je pense. J'invente pas des choses. Mais c'est quand même du travail. C'est écrit. C'est destiné à faire le lien entre un interview et un autre interview. Et donc c'est pas tout à fait moi quand même. Et donc ce que j'aime bien utiliser cette image du clown parce que j'avais fait un stage de clown donc quand j'étais militante.
altermondialiste et que l'idée c'était de faire rire les flics qui étaient en face de nous. On avait fait un stage de clown et en fait, dans le clown il fait rire les gens, pas juste avec des blagues, avec ce qu'il est. Et donc tu dois aller chercher en toi des traits de toi. Tu joues avec vraiment des vrais traits de caractère à toi et tu vas les caricaturer en quelque sorte pour en faire une blague. Et c'est un peu ce que je fais. Mon personnage dans les séries que je fais, il est un peu conçu comme ça. C'est-à-dire c'est moi, mais avec des choses peut-être un peu grossies ou un peu mises en avant. Voilà. Ouais, parce que en plus, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui connaissent pas tes podcasts, j'avais envie qu'on parle un peu des grandes enquêtes que t'as faites, quoi. Et notamment, je pense à ça par rapport à ce que tu disais sur ton documentaire autour de la PMA, donc qui est ton histoire aussi. Et à un moment, je sais plus, c'est une anecdote que t'as dit quelque part, tu racontes que tu t'es enregistré après en sortant de l'anesthésie et moi c'est une question un peu intime et je me disais est-ce que le fait de s'enregistrer crée aussi un autre rapport à ce qu'on vit, tu vois, un truc un truc pas de loop mais tu vois, ce désir d'enregistrement, est-ce qu'il crée une façon de penser ou de développer une idée un peu... Alors, l'exemple que tu donnes dans PMA hors la loi, c'est que je sors d'anesthésie. Ouais. En fait, j'ai posé mon micro avec moi et je sors d'anesthésie, donc je suis pas vraiment consciente et je sais, j'ai pas la conscience que je suis en train de m'enregistrer. Donc c'est un moment très particulier. J'ai un copain qui me dit mais c'est dingue, t'as réussi à te faire un micro caché à toi-même, quoi. Exactement, ouais. Et c'est genre ambiance caméra cachée, mais en fait c'est moi. Donc c'est un peu particulier. Mais en tous les cas, quand j'ai mon micro à la main, oui, forcément, ça change un petit peu quelque chose. Moi, quand je l'allume, j'ai pas l'impression que ça change les choses. J'ai l'impression que j'enregistre les situations, mais t'es forcément en train de performer quelque chose, même de très léger. Par exemple, quand t'es dans un entretien, moi, le moment où je mets mon casque sur les oreilles et où j'allume mon appareil, je le mets toujours avant d'arriver chez les gens. Je sens qu'il y a un truc qui se passe parce que, par exemple, souvent j'ai pas du tout envie de le faire. C'est-à-dire, j'ai pas l'énergie. Il me faut beaucoup d'énergie en fait, et donc je sais pas où elle va cette énergie parce que en vrai je continue à parler normalement et je suis en interaction, etc. Mais c'est un espèce d'état d'éveil particulier ou de rapport à l'autre particulier où t'es peut-être un peu plus vigilant, un peu plus courageuse aussi, non? Il y a un truc de courage, je trouve, d'aller d'aplomb, et on parlait de ça par rapport à moi je pense pas que c'est du courage. Je pense que c'est juste un truc. Non, moi je dirais que il y a une forme de tranquillité. En fait, ça te donne un cadre. Tu vois, mais c'est pas ça donne un cadre. En fait, le micro, souvent les gens, il y a beaucoup de gens quand je fais des stages ou des ateliers, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent dans mes ateliers parce qu'ils font des enquêtes personnelles et ils doivent poser des questions à leurs frères et sœurs, à leurs parents, etc. Et ils me disent tout le temps, mais en fait, c'est horrible parce que je sais pas, ma grand-mère, elle a vachement de mal à raconter cette histoire, et si je viens avec un micro, elle va pas pouvoir parler. Elle va pas vouloir me parler. Ça va tout bloquer. Ce truc de, quand t'allumes le micro, la personne, elle parle plus, elle te dit plus rien et tout ça. Et moi, je pense pas du tout ça. Je pense pas que le micro empêche les gens de parler. Je pense que le micro installe une situation de parole où souvent ils vont en fait, ils vont te parler différemment que dans la vie quotidienne. Et j'ai eu l'expérience avec ma mère sur mes années boom. Je lui ai fait un très long interview, c'est le début de mon enquête. Et elle me raconte la mort de mon père, et c'est un récit qu'elle m'a fait 1000 fois,
mais ce jour-là, elle me l'a fait différemment. Mais elle me l'a fait différemment parce que je suis avec mon micro, que je dis c'est important, je vais enregistrer, je vais te poser des questions, tu vas me répondre et tout. Et donc elle s'est mise en état de... Donc en fait, ça crée chez mes interlocuteurs et sans doute chez moi un cadre qui permet de finalement de dire des choses qu'on dit pas d'habitude, juste parce qu'on dit voilà, là il y a ce temps-là. Ça fonctionne un peu comme l'analyse en fait. Il y a un temps et un espace déterminé, et donc si tu sais qu'il y a un temps et un espace déterminé, c'est pas la même chose qui sort. Mais maintenant, avec l'expérience que t'as de poser des questions, est-ce que quand même maintenant t'as trouvé la bonne première question, la bonne entrée en matière? Ben non, c'est pas possible. En fait, il y a pas de bonne question. Par exemple, moi, je ne prépare jamais de questions. Je n'ai jamais une seule question notée où que ce soit. Mais tout simplement parce que déjà, je tiens mon micro, j'ai une personne en face de moi, je peux pas sortir mon papier et dire alors non. Mon unique première question, c'est comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Ça, c'est la question que je pose tout le temps. Et ensuite, selon ce que je veux savoir, etc., je vais poser des questions. Et en fait, je pense... Là, je vais pas... c'est la façon dont moi, je mène les entretiens, et je pense qu'il y a 1000 façons de mener des entretiens. Et moi, je pense qu'il faut surtout pas avoir de questions toutes prêtes, parce que si on a des questions toutes prêtes, ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on veut entendre, et ça laisse pas de place à l'autre. Et donc, en fait... moi, c'est des récits, donc je demande est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Et je laisse énormément parce que en fait, la richesse des entretiens, c'est pas la réponse exacte à la question exacte que t'as posée, c'est la digression, c'est le moment où ça surgit dans l'entretien. Et moi, je sais qu'il y a rien que j'aime plus que quand j'éteins mon appareil, on arrête l'entretien et la personne me dit « Ah, c'est dingue, j'avais jamais pensé à ce que je vous ai dit aujourd'hui. » Et en fait, l'exercice, c'est que la personne, elle pense au moment où elle te parle. Parce que si elle te dit des trucs qu'elle a déjà pensé avant, qui sont prémâchés, qu'elle a déjà dit 10 fois, en fait, ça n'a pas de... ça a sa valeur en soi, parce que c'est des infos, mais dans un entretien, en fait, je cherche pas tant l'info que ce qui se passe. Et quand en fait, moi, ma passion, c'est qu'il se passe quelque chose quand le micro est ouvert. Et donc, quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de changer d'avis, qui est en train de découvrir quelque chose dans son récit, au moment où il te le dit, ça s'entend, en fait. Même si c'est très, très, très léger, on l'entend. C'est peut-être ça, la signature dont parlait Alice, que t'as et que dont t'es pas consciente. Finalement, je voudrais bien savoir quand t'es, par exemple, en think tank avec l'équipe de journalistes peut-être qui ont fait des études de journalisme, des pieds sur terre, je sais pas, qui ont appris des méthodologies d'interview. Et toi, tu nous dis et tu leur dis, mais non, mais moi j'y vais comme ça. Non, alors déjà, il faut savoir que on ne fait pas de think tank au pied sur terre, que on est tous journalistes, mais enfin les gens des pieds sur terre, c'est vraiment des gens qui viennent de plein d'horizons différents et tout. On a quand même des non, là je parle de gens qui commencent quand je parlais des ateliers, c'est plutôt avec des gens qui ont jamais fait de podcast, qui commencent, etc. Non, mais moi j'ai pas de par exemple, ça m'est arrivé de faire des entretiens avec des chercheurs ou avec pour LSD, ça m'arrive d'interviewer ce que moi j'appelle des sachants. Bon, bah à ce moment-là, évidemment, j'ai lu le bouquin et j'ai ma série de questions, pas sur un papier mais dans la tête. Mais là je parle précisément des entretiens intimes, de vie, des enquêtes, etc. Ouais, voilà. Ouais. Et donc oui, je dis que la meilleure préparation pour un entretien, c'est d'avoir bien dormi la veille. Et de pas avoir ce qui est pas notre cas. Mais bon, je suis pas en train de raconter ma vie, mais d'avoir bien dormi la veille et d'avoir fait pipi avant, quoi. Il faut être en état. Non, mais en fait, il faut juste être en état de disponibilité. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux décider.
Après, on pourrait pousser encore un tout petit peu et après, on va te laisser nous faire croire que tu n'as pas de signature ni de technique. Mais je pense qu'il y a cette chose aussi des questions très courtes que tu as et très directes qui peuvent un peu être désarçonnées. Et par exemple, même quand on regarde les sommaires de tes épisodes, il y a des trucs, je me rappelle, enfin, justement, j'en ai noté sur ma feuille ou pas? Non, j'en ai pas noté. Si, quand tu fais l'épisode de la PMA, tu dis des trucs, je sais pas, l'épisode 3, est-ce que je suis trop vieille pour avoir un enfant? Est-ce que je suis prête à payer pour avoir un enfant? Avec le droit de faire un enfant sans père et tout ça. Et j'aime trop parce qu'il y a ce truc il y a aucun détour. Et il y a des questions très basiques et du coup immenses, tu vois. Et j'ai l'impression que ton style, c'est aussi ça, c'est très court, très cash, et du coup c'est pas qu'on est obligé de répondre, c'est que là on l'a posé la question qu'on pose pas. Je sais pas, moi je peux pas savoir ce qu'est ma signature, mais je dis pas que j'ai pas de technique, hein, je dis que c'est ça mes techniques. Mais alors ce dont tu parles là, ça c'est l'écriture pure parce que les titres d'émissions c'est un truc que je fais à la fin une fois que j'ai tout monté. Excuse-moi, je vais boire un peu. Très bon titre, André. Très bon titre. Très, très bon titre. Ouais. Exologie. Ouais. Ils en voulaient pas à la com. Ah ouais? Non. C'est trop bien. Ce qu'ils disent, en fait, pour la com du numérique, ils disent, un nom qui n'existe pas, c'est pas possible, personne va le retenir, etc. Bon, en fait, ça a hyper bien marché, mais en général, ils s'y connaissent quand même plutôt bien. Donc, en fait, il y a un moment, j'ai fait tout mon travail de son, je livre les épisodes, et là, il y a la presse qui me dit, est-ce que tu peux nous faire des petits pitchs? Et des pitchs, et des titres, et des petites phrases, et des petites punchlines pour mettre sur les réseaux, pour machin et tout. Et donc, c'est à ce moment-là que j'écris ça, parce que, tu vois, j'essaye de trouver des trucs, voilà. Donc ça, c'est une chose. Oui, évidemment, il faut absolument des questions simples parce que, encore une fois, moi, j'interviewe pas des professionnels de la parole. J'interviewe des gens qui ont jamais été interviewés. Si je commence à leur faire une question ultra alambiquée, avec 3 questions dans la question, en fait, les gens, ils sont perdus, quoi. Et ça, c'est aussi un truc que je dis en atelier. Si vous faites... Tout à l'heure, tu t'es lancé dans un espèce de dithyrambique, etc. Et en fait, la personne qui est en face de toi, elle a genre... tu vois, ou quand tu poses 3 questions à la suite, la personne elle répond toujours à la dernière. Et souvent toi t'as dit les questions les plus importantes au début, mais en fait le cerveau humain est ainsi fait que donc en fait toujours il faut être très direct et très simple. Mais franchement, moi ça c'est un de mes objectifs, la simplicité. Je sais pas si c'est du métier, mais la simplicité, moi, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Enfin, et la plus difficile à atteindre. Et en tant que bibliothécaire, j'aimerais bien te poser la question de est-ce que tu es influencé par certains écrivains, écrivaines, autrices, auteurs? Influencer, tu veux dire dans mon travail? Non, par exemple, dans la recherche de titres, est-ce que tu as envie d'être aussi percutante que, je sais pas, Marguerite Duras, ou j'en sais rien. Ah ouais, t'as calé Marguerite Duras. J'ai calé ça. Il faut toujours caler Marguerite Duras. Après. Non, j'adore lire. J'ai plein d'auteurs que j'adore. Mais je fais pas tellement le rapport avec mon travail. En fait, parfois ça se rencontre. Je me souviens que quand je faisais Exologie, par exemple, la réalisatrice avec laquelle je travaillais, Clémence Grosse, elle m'a apporté Fragment d'un discours amoureux, qui est un bouquin qui était mon bouquin de chevet quand j'étais ado, mais que j'avais complètement oublié. Et j'ai commencé à le lire et ça m'a fascinée parce que je me suis dit, mais ça, cette écriture, en plus, c'est très marrant parce que il fait tout le temps plein de citations. Je sais pas si vous voyez comment c'est fait, avec les notes en plus dans la marge, etc. Donc il a beaucoup de citations d'auteurs, mais il a aussi des phrases et il s'écrit juste F. F m'a dit ça hier soir, je ne t'aime plus, mais je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, c'est marrant, en fait, on fait le même boulot. C'est-à-dire, il prend la parole des gens et il essaye d'y trouver du sens. Et donc, et aussi, il déclare au début
qu'il n'a pas envie de faire un livre dissertatif avec une introduction, une pensée qui se développe, etc. Et que c'est pour ça qu'il propose des fragments. Et je me suis dit, mais oui, mais alors ça me parle énormément parce que c'est aussi ça que je cherche dans mon travail. En fait, c'est des choses très fragmentaires. Parce que ça, c'est une question du documentaire et du rapport au réel. Je peux y revenir, mais et aussi quand j'écris les micros, un micro c'est pas du tout comme une page de livre. J'ai très peu de temps pour dire quelque chose. Peut-être que c'est là où on revient sur ce que t'as dit, c'est-à-dire que si je commence à baver du micro, on va se retrouver avec des tunnels de parole très 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 ennuyeux, et donc je suis obligée d'être très concise dans ce que je dis. Donc j'ai dans la tête un certain nombre de choses que je veux faire passer et très peu de temps pour le dire. Et exologie, tu peux nous parler d'exologie? Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on les a écoutés, mais cette enquête assez incroyable que je pense tout le monde rêve de faire. On en avait parlé, moi je me disais, dingue, de faire ça, c'est trop bien. Est-ce que tu peux en parler? Alors il y a plein de gens, il y a la moitié des gens qui disent, ça m'a donné envie de le faire, il y a la moitié de gens qui disent, pour rien au monde je ferais ça, donc ça se discute. C'est une idée que je trimballais depuis un petit bout de temps. En fait, c'est venu d'une discussion avec Sonia, qui m'avait parlé d'une journaliste qui voulait aller voir les mecs avec qui elle avait couché. Donc une espèce de sexologie, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et moi, ça m'a tout de suite frappé. Je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut pas faire ça. Il faut aller voir les gens qu'on a aimés. Parce que donc c'était ça mon idée, et avec aussi toujours ce désir que j'ai qu'il se passe des choses quand le micro est là, mais que je vais pas me faire de la télé-réalité, enfin. Et donc là je sentais que les situations allaient être intéressantes, que quoi qu'on se dise, les situations allaient être intéressantes. Et donc, et par ailleurs, il se trouve que je suis pas trop fâchée avec mes ex non plus, donc c'était pas non plus le cauchemar de le faire. Et je me suis lancée là-dedans comme ça. Donc, et tu coupes chaque épisode d'une introduction avec une spécialiste. Comment on pourrait les appeler? Les magiciens, les magiciennes. Les magiciennes qui t'aideraient à trouver l'amour, ou à retrouver l'amour, quoi. Donc, et peut-être parler de cette, je sais pas si la binarité c'est un bon terme, mais du fait que c'est toujours, enfin pas toujours, mais souvent dans vous avez vu là, j'ai du mal à sortir la question. Donc, de ce double un peu de ton histoire personnelle et une histoire qui est plus collective. Et parce que évidemment on pourrait écouter juste la partie où t'interroges tes ex, mais c'est le clic des deux qui est assez fort aussi, parce que ça parle à plus de gens. Oui. Bah alors de toute façon, si je raconte mon histoire personnelle, c'est parce que je suis persuadée que elle est collective, qu'elle est partageable, et tout mon travail consiste justement à la partager, à la rendre partageable. Et s'il y a bien un centre autour duquel je tourne dans mon travail, c'est de dire que l'intime est collectif, et que dans les questions intimes se jouent des choses qui sont des choses qu'on partage tous, qui sont des choses, des valeurs qu'on transporte parfois sans le savoir, des comportements qu'on ne fait que reproduire, etc. Alors qu'on a l'impression que puis l'histoire d'amour, c'est vraiment le lieu de la singularité. On n'imagine jamais qu'il y a toute la société dans la chambre avec nous, quoi. C'est pour ça que je fais cette série, c'est parce que je pense que mon histoire personnelle, elle est collective. Et après, il y a la fabrication, c'est-à-dire que moi, je suis une bricoleuse de son, donc quand je fais une série, je me demande qu'est-ce que je vais donner à entendre aux auditeurs. Alors, il y a mes ex, certes, mais quoi d'autre et comment? Parce que après, il y a deux questions qui ont cheminé très longtemps l'une à côté de l'autre, sans que je sache comment les relier dans cette série. C'est mes ex et le célibat. Et j'étais tout le temps genre, je veux faire une série sur mes ex et le célibat, mais je savais pas comment les relier. Et c'est
qu'à la toute fin en fait que j'ai relié les choses. Mais donc comment donner à entendre le regard de la société sur les célibataires. Et donc je vais voir un marabout, une coach pour célibataires, etc., etc. Et ça permet de la manière dont ces gens me parlent, dont ils s'adressent à moi, etc. En fait, ça a donné un miroir pour voir tous les clichés. Enfin, en écoutant ça, les gens se rendent compte de l'image qui est plaquée sur moi. Et comme dans le reste de l'épisode, je prends la parole, je prends le pouvoir et que je me déplace par rapport à l'image qui a été plaquée sur moi par mon interlocuteur au début de l'épisode, ça crée cet effet de décalage, quoi. C'est marrant parce que personnellement, après le personnage de Julien, moi j'étais moins dedans. Parce que je fais mon autobiographie sentimentale et dans mon autobiographie sentimentale, il y a les mecs importants et il y a toute cette période qui à mon avis est fondamentale aussi, où je me mets à avoir plein de mecs d'un soir, etc. Et là, on est encore en train de parler de histoire personnelle versus histoire collective. Et pour moi, c'est pas un hasard si ça arrive au moment où les applis de rencontre explosent. En fait, je raconte l'itinéraire sentimental d'une femme de ma génération. Et franchement, la plupart, elles sont passées par cette phase-là. Donc, je sais pas ce que c'est un ex consistant, mais déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui diront qu'il y a des ex d'un soir qui ont laissé plus de traces que des gens avec qui on est resté plusieurs années. Et en plus, moi, j'ai pas de jugement de valeur. Enfin, alors effectivement, ils peuvent pas prendre la même place et je peux pas être dans le même rapport de tension, etc. avec ces personnes-là, mais ça a énormément compté dans ma vie, ce moment où je suis beaucoup sortie et où j'ai couché avec plein de mecs, etc. Et Malik, c'est lui qui incarne cet épisode. Et ensuite, il y a aussi l'histoire avec... Merde, ça y est, je me souviens plus de son prénom. Non, parce que moi, je me rappelle quand j'ai écouté tous les épisodes, après, on s'était vus à Avignon. Je venais de finir et on s'était retrouvés. Et je me rappelle très bien, je t'avais dit, il faut qu'on parle. J'ai un avis, tu sais, sur, parce que, après, t'as toujours ce truc de, tu vois, enfin, d'intimité, puisque moi, je t'écoute comme une journaliste, enquêtrice, et en même temps, je connais un peu ta vie. Et je m'étais dit ça aussi, je m'étais dit, Julien, il est tellement important, et en fait, il passe un peu, et en fait, je m'interrogeais sur la question de, tu sais, du rugueux, quoi. Et quand t'as du rugueux dans une relation, peut-être de la frustration, de la souffrance, t'en parles en fait. Mais les très belles histoires douces, parce que je crois que c'est Julien, mais ça dure longtemps. Et puis en fait, c'est assez doux cette conversation. Et puis il passe un peu à la trappe. Et en fait, je m'étais dit, c'est fou que cette tendresse-là, cette douceur-là, en fait, elle fasse de lui de quelqu'un de moins rugueux dans l'épisode. Voilà. Et qu'on en a parlé en buvant, tu vois, des champagnes sur des rooftops en Italie. Mais qu'en fait, souvent, dans l'histoire, nos histoires sentimentales, et moi aussi, j'ai ça aussi, justement, un truc qui fonctionne pas, une histoire qui fonctionne pas, un rendez-vous manqué, cause beaucoup de dégâts aussi, tu vois. Et c'est souvent de ces personnes-là avec lesquelles on garde beaucoup de liens, en fait. Parce qu'ils ont touché un truc, ils ont ébranlé un truc chez nous, fondamental, et pas forcément ceux qui ont donné beaucoup. Donc c'était ça mon ressenti. Donc peut-être que toi, c'est ce qui t'a embêté, mais en fait, je trouve que ta réponse, elle est merveilleuse, Adila, parce que en même temps, c'est ça, c'est ça l'histoire sentimentale, quoi. C'est que tu peux pas rendre justice ou honneur aux histoires qui ont été, tu vois, accomplies et... Il y a un truc. Et oui, en fait, dans le dernier épisode, c'est quand même une histoire que j'ai avec Jérémy au moment où je suis enceinte, etc. Tu vois, donc ça raconte aussi autre chose. En fait, c'est vachement marrant cette série parce que, alors, je sais pas si c'est la radio qui fait ça, mais ça, c'est mon expérience. C'est que c'est fou ce que les gens entendent que t'as pas mis. Enfin, c'est réaliser des trucs. Je trouve que c'est que des histoires de malentendus. Vraiment. Parfois, je discute avec des gens, je me demande si on est en train de parler du même truc. Tu vois. Et sur Exologie, ça l'a fait, mais puissance 10 000. Et sur Julien, ça l'a fait puissance 100 000. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, mais
quel est ce salaud, il est horrible, etc. Et puis il y a des gens qui me disent ah mais c'est dingue parce que on voit bien que en fait il y a pas de coupable, il y a personne, c'est que vous êtes que des gens qui essaient de s'arranger, etc. Et en fait les gens projettent des choses là-dedans, mais fou quoi. Et ça c'est une question qui m'interroge, c'est est-ce que la radio est vraiment le format pour produire des sensations comme ça? C'est le format ultime, je veux dire. Je pense pas qu'il y ait de format ultime. En fait, je pense que tout est possible dans tous les formats, mais pour moi, c'est le format dans lequel j'ai su créer ça. Et j'ai su, mais je suis sûre tout est possible avec tous les médias, tu vois. Ouais, mais c'est un truc de médium parce que aussi une question très courte et très simple, mais comment tu commences une série, tu vois? Je pense que c'est une façon aussi. Non, faut que je te laisse répondre. Comment tu commences une série? Parce que j'ai un truc à dire sur ça, mais. Bah, je tourne. Mais du coup, il y a des endroits où tu t'es en ritournelle et tu dis ah là il y a un truc, il faut que je commence, ou tu vois comment est-ce qu'on commence à se dire le travail il débute avec cette histoire. Il faut tourner tout de suite en fait. Ça, c'est vraiment moi j'essaie de très peu écrire avant. Sauf quand on me demande des dossiers. Alors après on est en France, donc dès que tu demandes des trucs et tout, on te demande de remplir de faire un pitch et puis un traitement et puis ceci et puis cela. Mais en fait moi comme ma matière c'est le son, en fait je peux avoir les plus belles idées de la terre sur une feuille, si c'est pas dans mon magnéto il y aura rien. Donc en fait je tourne. Et ce que j'ai tourné, c'est mon matériau pour réfléchir et pour décider ce que je vais tourner ensuite. C'est pour ça que les durées de tournage, elles sont très très longues. Et donc je vais tourner un entretien, ça va me poser des questions, je vais lire un truc, je vais en tourner un autre, je vais me dire... voilà, là par exemple, pour vous donner un exemple, sur mon histoire de Harki, donc je suis partie sur une histoire qui concerne un camp de Harki. Le 25 septembre, c'est la journée du Harki. Le 25 septembre de l'année dernière, je me suis dit, je vais aller à la commémoration dans ce camp et on verra bien. Et j'y suis allée et j'ai rencontré des gens. Et là, par exemple, je tourne plein d'entretiens, je rencontre plein de gens. Et il y a des entretiens... je pense que je me suis plantée, je les utiliserai pas, mais je peux pas faire autrement que beaucoup tourner, beaucoup écouter ce que me disent les gens. Donc t'as énormément d'heures d'enregistrement. Ouais. Et donc les formats, ils arrivent après. Ouais. En fait, moi, je tourne sans limite. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc de génération numérique. Quand les mecs qui bossaient, les mecs et les nanas, enfin, quand les personnes bossaient sur bande, ce que j'ai jamais connu, il fallait que tu sois hyper efficace, etc. Moi, je fais des entretiens qui durent, les entretiens, ils durent en général 2 heures minimum, hein. Et après, un entretien monté, par exemple, dans Les Pieds sur Terre, une personne, ça dure entre 10 et 13 minutes. Donc il faut... je laisse tout le temps tourner beaucoup le magnéto. J'engrange, et puis c'est au montage, en fait, que ça se construit. Donc tu tournes plusieurs choses en même temps, souvent. T'as plusieurs séries en même temps. Parce que quand tu parlais tu dédies, quand tu fais des enquêtes... Ouais, ça m'arrive de tourner plusieurs séries en même temps. Oui, ça m'arrive. Je vais pas faire ça le même jour, ni généralement la même semaine. En fait, de toute façon, quand on est... je pense que ça c'est toutes les autrices réalisatrices. T'as toujours plusieurs fers au feu. T'as un truc qui est en développement, un truc qui est en production, un truc que t'es en train de finir, un truc dont t'as discuté. Donc voilà, ça c'est vraiment le quotidien de toutes les réalisatrices, tous les réalisateurs. Est-ce que tu alternes des commandes et des sujets perso, ou maintenant c'est que des sujets qui ont lien fort avec toi-même ou... Si. Ah non, alors, en radio, je ne fais que des sujets perso. Je n'accepte pas les commandes. C'est mon lieu de liberté. Ça fait pas très longtemps, en fait, que je fais de la radio. Ça fait à peine 10 ans. Pas encore 10 ans. Et c'est l'endroit où j'ai trouvé mon ton, ma manière de fonctionner. Donc, voilà. Après, je fais que des sujets perso, mais c'est pas forcément des trucs qui concernent ma vie.
C'est des questions qui m'intéressent, mais d'ailleurs après Exologie, j'étais quand même allée très loin dans la question du récit personnel, et j'ai eu besoin de faire d'autres choses. Donc après, en fait, j'ai fait une série sur les athlètes aux Jeux Olympiques, enfin des choses qui étaient plus loin de moi. Et les journaux intimes aussi, non? Et les journaux intimes, ouais, que je viens de faire. Qui était une autre intimité. Voilà, pas la mienne, l'intimité d'autres personnes. Ouais, donc ça, ce podcast, pour en parler, tu vas avoir plusieurs personnes pour qui livrent des passages de leur journal intime, et par la même occasion des sujets hyper forts liés à l'adolescence, puisque c'est les périodes où on parlait des histoires d'amour rugueuses, elles arrivent souvent là, et puis elles te restent bien pour toujours. Et aussi tous les dommages collatéraux que peuvent causer des environnements nocifs, quoi. Mais il est super, cet entretien. Cette série d'entretiens, donc je comprends, t'as changé le viseur un peu de... Bah oui, je suis plus à la première personne là dans cette série là. T'as eu le Ça sentiment... reste l'intimité, mon sujet, mais Ouais. T'as eu le sentiment parfois d'aller trop loin de toi, d'avoir livré trop de choses, ou on parle pas de ça? Non, c'est juste que j'étais fatiguée un peu du... Après, souvent on passe un peu sa vie à faire toujours la même chose, mais disons que l'idée c'est quand même d'essayer de faire des choses différentes, même si souvent tu reviens à ce que tu sais faire et tout. Et de garder un peu de désir aussi pour ta pratique, quoi, parce que si tu... Ouais, mais la radio, franchement, j'ai toujours du désir parce qu'en fait, j'en fais pas tant que ça. Après ça, je sais pas si on parle dessous, mais en gros... C'était ça la question que j'allais te poser, comme on est dans une école d'art aussi, avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vont bientôt être diplômés et penser à des formats pour on parlait de médias, mais voilà, la radio c'en est un. Je me demandais comment est-ce qu'on gagne sa vie quand on fait du son? Mal. On la gagne très très mal, et encore, moi, je travaille pour Radio France, donc je pense... Enfin, le podcast, il y a vraiment pas d'argent. Et à la radio, quand on fait du documentaire, on est extrêmement mal payé. Je peux dire des chiffres. Par exemple, Un pied sur terre. Ouais. C'est payé 750 € brut. Donc à la fin, ça fait 520 € net sur mon compte en banque. Un épisode. Et donc ça fait très peu d'argent pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les journalistes qui font des pieds sur terre, ils gagnent pas bien leur vie. Parce que ça fait même pas 100 balles. Enfin, du coup, une espèce de cote mal taillée fait qu'il te calcule 6 jours à 100 € jour. Enfin bref, c'est... Il n'y a pas une sorte de SACEM de la radio où tu gagnes de l'argent en fonction des écoutes? Si, alors il y a la SCAM, mais donc ça c'est un accord, mais ça c'est tes droits d'auteur, tu les touches 1 an plus tard, et tu touches environ 300 balles, je pense. Donc ça rajoute 300 balles. Non, 300 balles par épisode. Donc en fait, tu gagnes 520 balles au moment de la diffusion, et tu peux rajouter 300 balles 1 an après. Donc en fait, tu gagnes 820 balles pour un épisode. Donc pour tout le monde, c'est très mal payé. Mais alors pour moi qui passe 1 an en tournage et je passe des semaines en montage, parce qu'en fait, écrire des micros, ça complique beaucoup le montage, donc ça prend beaucoup de temps. Je travaille avec des réalisatrices qui sont formidables, en particulier Clémence Grosse, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Et c'est vraiment des moments super, mais on y passe vraiment du temps. Et la radio, ils savent qu'on y passe du temps parce que, pour le coup, ils accordent des moyens de montage extraordinaire par rapport à Un pied sur terre classique, puisque Clémence, elle reste beaucoup plus longtemps en montage que quand elle monte Un pied sur terre classique. En revanche, moi, je suis pas payée plus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'écris à côté. Moi, je suis scénariste, donc je continue à travailler comme scénariste sur des projets très intéressants que j'aime bien faire, etc. Mais de fait, je passe pas ma vie à faire de la radio.
je fais plein d'autres choses. On a parlé d'audio, un peu de littérature. Est-ce que la vidéo, l'image, est-ce que tu as des projets en ce moment en parallèle Non, je fais plus du tout de projet image en tant que réal, mais je continue à écrire. Donc là, mais après c'est complètement d'autres choses. Là, par exemple, je viens de finir d'écrire, le réalisateur avec lequel je travaille, Hugues Nancy, vient de finir une série sur la Saint-Barthélemy. Donc c'est 2 fois 52 minutes pour France Télévisions sur la Saint-Barthélemy. En docu-fiction. On va faire ta première question. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Adila Benedjaïzou. Et tu as quel âge, Adila? J'ai 52 ans. C'était super. Merci à vous. Merci Alice. Merci. Ton premier interview sur Radio Arson. Bravo. C'était magnifique. C'était fait de manière magistrale. Merci à tous les deux. Bravo à tous les deux. T'es avec la reine du podcast. Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson.